Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, le tableau noir de la situation des droits de l'homme. Au Cameroun, le département d'État américain accuse le régime de Yaoundé de torture, usage excessif de la force sur les populations civiles. Dans son rapport 2017, l'institution révèle l'existence des camps de détention détenus par l'armée. Évocation au cœur de ce journal. Et puis hors de nos frontières, la justice française s'invite dans les affaires de Vincent Bolloré. Après plusieurs heures de garde à vue, l'industriel a été donc déféré devant les juges puis mis en examen. Le patron du groupe Bolloré doit s'expliquer sur plusieurs dossiers de concessions portuaires en Afrique dans lesquels son entreprise aurait versé des pots de vin. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. D'abord, ce mouvement d'humeur au lycée bilingue de Bouda dans la région de l'Ouest Cameroun. Plus de 500 élèves des classes d'examen revendiquent les cours de remise à niveau depuis toujours pas dispensés quelques semaines avant le démarrage des examens officiels au Cameroun. Le déroulement des cours a été paralysé durant toute la journée d'hier. Ambiance tendue au lycée bilingue de Bouda dans ce reportage de Raphaël Seko et de Jean-Paul Chouniat. Une matinée bouillonnante au lycée bilingue de Bouda rural. Plus de 700 élèves des classes d'examen manifestent contre des promesses non tenues de l'administration de leur établissement et l'association des parents d'élèves et enseignants. Chacun d'entre eux a déboursé 8 000 francs pour les cours de remise à niveau et les cours d'informatique. Des enseignements qu'ils n'ont toujours pas reçus à quelques semaines des examens de fin d'année. On a dit qu'on devait aussi faire les cours de remise à niveau parce qu'on a vu que les élèves devenaient encore de plus en plus faibles. Ce qui n'a pas été toujours le cas, on ne comprend pas si le proviseur veut notre réussite ou pas. On se rend compte qu'on paye 5 000 francs pour la salle d'informatique et au courant de l'année finie, aucun élève n'a accès à la salle d'informatique. Il dénonce aussi le manque d'eau potable. Pourtant, la construction d'un forage était bien prévue cette année. Il a plu hier. Les puits ont été, les fûts qu'il y a dans l'établissement ont été remplis. Les élèves, les enfants de 6e étaient en train de boire cette eau tout à l'heure là. Voici le puits, nous sommes devant le puits. On va dénombrer le puits n'est pas aménagé. Quelle santé pour les élèves? Quelle santé? On va dénombrer de nombreuses maladies. On a dit qu'on devait créer un forage, ce qui n'était pas possible. Et on ne sait pas où l'argent est parti. Et pour comprendre le fond de l'affaire, direction le provisorat, le maître des lieux, Roger Yéméné, dit sa part de vérité sur l'organisation manquée des cours de remise à niveau. Nous n'avons pas reçu l'argent pour organiser les cours de remise à niveau et que nous n'avons pas organisé. Et pour d'autres grèves telles que la création d'un forage... C'est le travail de l'APE. Et puis, même l'APE, ça c'est les doléances des élèves à la rentrée quand nous arrivons. L'APE qui est chargé de faire ces réalisations n'a pas pu. Bouche cousue donc sur l'absence des cours d'informatique. Le proviseur Roger Yéméné rejette les autres griefs sur l'association des parents d'élèves et enseignants. Son président, André Demégué, se défend comme il peut. Les cours de remise à niveau ont été toujours organisés au lycée de Bouda rural. Je n'ai pas été interpellé à temps, sinon j'aurais pu faire. Même si à travers, si c'est de mes propres moyens, je pouvais les faire organiser. Tout en leur demandant d'oublier le remboursement des 3 000 francs de frais de cours de remise à niveau. Le sous-préfet de Bouda, pour calmer le jeu, a reçu les élèves manifestants, leur promettant des solutions urgentes et imminentes à leurs revendications. C'est une affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours au Cameroun. Il s'agit de l'affaire Mida, dont les souscripteurs ont désormais les regards tournés vers le gouvernement. Ceux-ci espèrent pouvoir entrer en possession de leur argent après l'interdiction de fonctionnement de cette ONG sur le territoire camerounais. Des particuliers révèlent avoir versé des millions de francs CFA afin de voir donc leurs rêves se réaliser. En attendant, c'est le désarroi total dans les familles. Le reportage de Joël Senga et de Marcelin Gansop. Promptes à manifester et à crier leur colère il y a quelques jours. C'est désormais à visage caché que les souscripteurs de la MIDA tendent l'oreille dans l'attente de la bonne nouvelle, celle du remboursement de l'argent qu'ils ont investi en espérant gagner gros.
Cet étudiant dont nous taisons le nom fait partie des milliers de victimes qui ont perdu le sommeil depuis que les activités de la MIDA ont été interdites au Cameroun. J'ai une licence en biologie animale à l'université de Yaoundé 1 et actuellement étudiant en master 1 en logistique et transport. Donc je suis parti la première fois avec 10 noms que j'avais empruntés. Les 10 noms ont abouti lorsque j'ai eu à toucher mes 630 000, ça m'a vraiment aidé parce que ça m'a permis dans un premier temps à opérer la cataracte de la main, dans un second temps à opérer la hernie du petit frère. Ça nous a motivés, on s'est dit bon tiens, pourquoi ne pas encore essayer une deuxième fois si la première fois ça nous a déjà aidé. Alors j'ai encore lancé la deuxième fois, ayant tout prêté de l'argent. La deuxième fois, ayant donc lancé les revenus de là, j'ai directement engagé le projet d'un poulailler. Et c'est où je suis donc revenu pour la troisième vague donc maintenant, qui est la 7e. Et j'ai misé un peu gros. Parce que pour moi, vraiment dans ma tête, c'était que dès que j'ai récupéré cette fois-ci, c'était bon. On continue la vie par devant. Là, vous avez misé combien? J'ai misé 5 millions ce tour-ci. 5 millions. Qui devait produire combien? Ce qui devait produire en moyenne 21 millions. Mais l'anxiété des derniers jours a cédé la place à l'espoir, avec l'engagement pris par le gouvernement de veiller à ce que tous les souscripteurs récupèrent leur argent. L'espoir est d'autant plus de mise que dans un communiqué publié le 24 avril, le ministre de la Communication annonce qu'une importante somme a été récupérée au siège de la MIDA. Reste maintenant à la quantifier, puis de recenser les victimes en vue de la restitution de leurs dû. Loin de jubiler, ces victimes veulent voir avant de croire. On sait qu'il y a de l'argent à la base parce que même le vendredi, aux environs de 3 heures, lorsque le gouverneur est arrivé, il nous l'a rassuré. Il y a d'importantes sommes à la base. Mais ce qui nous rend encore un peu plus inquiets, c'est lorsque aujourd'hui on entend que l'État a créé toute une commission par rapport à cela et que lorsque nous voyons les différentes commissions dans notre pays, bon, on en crée tous les jours et à la fin, on entend tout simplement que c'est la route de Kondengui qui les a récupérés par rapport à des détournements des milliards. Un doute que partage le président de l'association des opérateurs du secteur informel, dont les membres sont tombés il y a une dizaine d'années dans un piège similaire. Jusqu'aujourd'hui, ils attendent toujours d'être remboursés. Maintenant, cet argent-là même, si maintenant c'est récupéré et que c'est insuffisant, mais qui vont payer? C'est sûr qu'on va compléter pour payer. Parce que nous qui sommes là depuis 2009, et que depuis le 10 septembre 2014, le chef d'État nous a demandé au gouvernement de payer notre argent, ils n'ont pas payé. Est-ce que ça sera payé? Et maintenant, je me pose encore la question, est-ce que ce n'est pas un complot contre le peuple, c'est-à-dire contre les pauvres? Parce qu'il est inadmissible dans un pays. Nous avons les différents renseignements généraux. Où sont passés ces gens-là pour que les gens s'implantent au Cameroun, pour porter l'argent des pauvres, des milliards de francs pendant 8 mois. La fermeture et l'interdiction des activités de la MIDA ont failli virer au drame. Des souscripteurs qui exigeaient remboursement ont érigé des barricades sur la chaussée, non loin du siège de la MIDA, au quartier Ahala. Plusieurs manifestants ont été interpellés par les forces de sécurité qui veillent désormais au grain. À Kribiche, dans le département de l'Océan, le corps sans vie d'un jeune de 14 ans a été découvert au bord des eaux de l'océan. Des témoins racontent que les cas du genre sont légion dans cette localité. Joseph Abena. Il ne se passe plus de semaines ici à Kribi sans qu'on ne parle de noyade dans les eaux de l'océan Atlantique. Ici, c'est un corps d'un jeune garçon de 14 ans qui vient d'être sorti de l'eau. On pense que c'est le gars en fait qui est en train de... Celui qui a trouvé, mais pourtant, il va à la rescousse de ce petit qui est découlé tout à l'heure. On le voit, il est là, il est sur l'emprise de la viande. C'est là où les personnes vont à sa rescousse. On va le sauver. Il dit que non, on a sauvé quelqu'un. Mais il dit que non, que lui partait plutôt à la rescousse du petit. Qui est finalement parti. Le climat est mauvais et la mer de plus en plus agitée, mais personne ne veut en tenir compte. C'est la période, on appelle ça en Batanga du Limba. Nous rentrons dans la mer et nous commençons. Je n'ai pas conseillé parce que même les villageois ne vont pas dans l'eau. Ou bien quand ils vont, ils connaissent la mer, ils savent que non. Voici les zones dangereuses. Il paraît qu'il a même dit. Voici les zones, voici les périodes de la marée basse où on peut. Mais les enfants, quand ils viennent là, ils ne connaissent pas l'eau. Il y a des enfants qui viennent vendre, puis devant nous, les marchandises, le reste de leurs marchandises, ils vont dans l'eau. Si on a dit que si les autorités ne descendent pas sur le terrain pour des mesures répressives, ça va toujours continuer de mal en pire. Les autorités publiques
ont donc un rôle majeur à jouer pour sécuriser cette plage et limiter les noyades. Les cours peinent à reprendre normalement à Melon, dans le département du Mungo, après le passage d'une violente tornade qui a ravagé plusieurs salles de classe. Le réseau électrique perturbé a été rétabli plusieurs heures après. Le récit de Cyril Djemba et Leclerc Sakem. 1 heure, c'est le temps qu'a duré la forte pluie, accompagnée d'une tornade qui s'est abattue en fin de semaine dernière dans la localité de Melon, département du Mungo, causant au passage d'énormes dégâts. Plusieurs écoles ont vu leur toiture emportée, de nombreuses salles de classe sont restées à découvert. Ce qui a contraint les élèves à rester chez eux, en attendant que quelque chose soit fait. Les installations électriques endommagées, ce qui n'est pas sans conséquence, puisque plusieurs activités génératrices de revenus sont paralysées. Il y a eu une terrible tempête hier qui a eu à dévaster pratiquement toute l'école, tout le complexe scolaire, les 4 groupes et les 3 maternelles, sans compter les écoles bilingues aux alentours que vous avez eu à constater, à voir. Les champagnes se sont envolés entièrement et puis nous n'avons même pas pu récupérer les lattes. C'était vraiment, c'est vraiment terrible. Ça fait que les enfants sont dehors, il n'y a pas moyen d'occuper les salles de classe. Les enseignements se sont arrêtés parce qu'on ne peut rien faire. Les dégâts sont vraiment terribles. Vraiment, et puis nous avons besoin d'aide et de secours face à ces sinistres. Le sous-préfet de Melon est descendu sur le terrain et évalue l'ampleur des dégâts. C'est la première fois que la ville de Melon subit la colère de la nature. Et je vous le disais en ouverture de ce journal, la situation des droits de l'homme préoccupe les chancelleries internationales. Le département d'État américain dresse un tableau bien sombre dans son rapport 2017 sur la question. L'institution pointe notamment l'usage excessif de la force, détention arbitraire et révèle par ailleurs l'existence des camps de détention détenus par l'armée au Cameroun. La synthèse de ce rapport dans ce reportage de Joël Essenguet et de Guizogo. Le département d'État américain vient de rendre public son rapport sur les droits de l'homme dans le monde pour l'année 2017. Dans ce document de 39 pages, l'administration américaine dresse de la situation des droits de l'homme au Cameroun un tableau peu flatteur. Le département d'État américain y décrit le Cameroun comme un pays caractérisé par les exécutions sommaires, l'usage excessif de la force par les unités de défense et de sécurité, les enlèvements des individus par les forces de sécurité, la torture, les abus et l'existence des centres de détention militaires secrets. L'institution américaine chargée de la politique étrangère du pays de l'oncle Sam ajoute que les autorités camerounaises pratiquent les détentions arbitraires prolongées, en l'occurrence d'individus dans les régions anglophones du pays. Dans ces cas, précise le département d'État américain, les conditions de détention sont difficiles et mettent en danger la vie des détenus. De plus, conclut le département d'État américain, le Cameroun s'illustre aussi par des violations des libertés d'expression et de réunion, des restrictions gouvernementales périodiques sur l'accès à l'Internet. Le gouvernement camerounais n'a pas encore réagi depuis la publication de ce rapport, une tâche qui incombe généralement au ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Un responsable d'établissement scolaire froidement assassiné dans la région du sud-ouest Cameroun. Le surveillant général du lycée de Kosala, dans le département de la Mémé, Thomas Achou Congo, est mort criblé d'une balle ce matin. Ces attaques ont été menées par des assaillants qui avaient donc pour objectif de perturber les cours dans cette localité. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital de Kumba dans la région du sud-ouest Cameroun. Nous ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Le paludisme reste répandu au Cameroun et la pathologie a touché plus de 3000 personnes.
l'an dernier pour un taux de 13% de taux de mortalité. Des chiffres qui classent le Cameroun parmi les 10 pays les plus touchés dans le monde. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette pathologie, le ministère de la Santé publique annonce la distribution des 1000 dailles sur le terrain. Les familles se mobilisent comme elles peuvent pour se protéger contre la nouvelle femelle, vecteur de la maladie. Illustration dans ce reportage d'Avier Foucault. Et vous voyez vous-même l'état des choses, les herbes un peu de partout, un drain sale, des poubelles un peu partout déposées là. Des mots qui n'expriment pas à suffisance le degré d'insalubrité dans laquelle les populations de plusieurs quartiers de la ville de Douala vivent au quotidien. Alors que l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme, comment vivent les habitants dans un tel environnement? Je sais qu'il y a les moustiques partout à Douala, mais ici là c'est un peu grave par ici. Ah, on supporte, c'est la vie, on n'a qu'à supporter. Nous sommes là, on supporte toujours comme ça. L'habitude est une seconde nature, donc nous sommes nés là, donc ça nous fait même plus rien, grande chose. Une habitude à vivre dans un environnement malsain qui n'empêche cependant pas les populations à interpeller encore et toujours les pouvoirs publics. Ces populations sont conscientes qu'un tel environnement est favorable à la prolifération de la nouvelle femelle, agent vecteur du paludisme. Au-delà des méthodes classiques, elles usent d'ingéniosité pour se protéger des piqûres des moustiques. Les avioles d'œufs, il y a le remède des moustiques qu'on nous vend en route. Pour dormir, on baisse les moustiquaires sur les enfants et tout. On se baisse aussi les moustiquaires puisque le gouvernement nous a partagé les moustiquaires gratuits. Oui. Dans chaque chambre, il y a les moustiquaires. Pour le palu, ça ne peut pas manquer. Bon, nous, on se défend comme toujours parce qu'en dehors des moustiquaires, nous utilisons parfois aussi des spirales qui font des fumées. Là, on appelle ça le moutaga. Au CRASER dans le but de transmettre des connaissances basiques aux étudiants dans le domaine pointu de la chirurgie endoscopique. L'ouverture officielle du congrès a permis de mettre en exergue l'intérêt qui est aujourd'hui accordé à cette spécialité et de rendre hommage à un précurseur, le professeur Maurice Antoine Bruat, inventeur de la chirurgie endoscopique qui permet d'opérer sans ouvrir l'abdomen. Il croyait énormément dans l'avenir de l'Afrique et il voyait qu'il y avait d'énormes problèmes au niveau de la santé des femmes et que c'était vraiment un axe de son action de commencer par l'Afrique. Alors il a fait aussi des centres ailleurs, dans d'autres continents, mais il était vraiment amoureux de votre continent et de votre pays. Sa descendance, présente au Cameroun pour ce colloque, apprécie cette reconnaissance. C'est agréable de voir que sa mémoire continue à vivre, surtout en Afrique. On fait appel à nous pour le représenter. Et après, au-delà de ça, il est vrai qu'on connaît maintenant le professeur de Cassia depuis relativement longtemps, puisque quand il était à Clermont, on se voyait fréquemment. Et voir qu'il pense à nous est important aussi.
qui nous invite et qui maintient ce lien. Cette rencontre de Yaoundé, qui regroupe des experts en chirurgie endoscopique, permet d'entretenir l'espoir devant l'explosion des complications gynécologiques chez la gente féminine et dont l'une des conséquences est l'infertilité. Le CRASER espère ainsi pouvoir adresser cette question avec plus d'efficacité après un tel échange d'expériences. Dans le reste de l'actualité, la situation du personnel de la Fédération camerounaise de football et des travailleurs en général préoccupe des syndicats. Ils viennent en effet de déposer un préavis de grève auprès problème de recrutement. Chaque président de la FECAFOOT ou bien président de la normalisation arrive et vient avec ces personnes, fait partir ce qu'il a trouvé et puis c'est un désordre dans le recrutement à la FECAFOOT. Mais la situation décriée à la FECAFOOT n'est en réalité que l'arbre qui cache la forêt. Les syndicats dénoncent pêle-mêle la précarité de l'emploi et l'absence de sécurité sociale. Nous avons le problème de la dette sociale, nous avons le problème de la sécurité sociale, nous avons un problème de chômage, nous avons un problème de la violation de la liberté syndicale, de la négociation collective, de la lenteur judiciaire au Cameroun. Depuis 33 ans exactement aujourd'hui, le gouvernement du Cameroun n'a pas augmenté les pensions retraite. C'est un record battu. Le comité de concertation, de suivi et de dialogue social s'est réuni depuis 8 mois aujourd'hui. On a décidé du réaménagement des pensions retraite. Eh bien, le décret du chef de l'État est toujours attendu. À cela s'ajoute la réforme en cours de l'arsenal juridique encadrant les syndicats. L'UGTCI décèle une mort programmée du mouvement syndical au Cameroun, ce qui n'est pas envisageable. En ce qui concerne la création des syndicats, on interdit à un syndicat de fonctionner sans avoir un certificat d'enregistrement, mais par contre on demande à ce syndicat d'avoir les militants. À quel moment vous pouvez avoir des militants? On interdit aux employeurs de prendre le check-off. Donc on voudrait que les syndicats vivent maintenant avec quoi? Et puis on veut nous mettre en prison parce qu'on a créé des syndicats. On nous interdit d'avoir des relations avec les partis politiques. Nous n'acceptons pas les propositions du gouvernement et nous sommes en train de nous préparer pour un affrontement si effectivement le gouvernement passe en force pour nous imposer cette loi. C'est fort de toutes ces menaces que l'UGTC a saisi le gouvernement d'un préavis de grève en donnant jusqu'au 10 mai 2018 à ce dernier pour que des solutions concrètes soient apportées aux revendications des masses laborieuses. En religion, l'abbé Marie-Marcelin Dapniem est le nouvel évêque de Batouri, dans la région de l'Est Cameroun. Le prélat, qui était jusque-là principal du collège catholique Notre-Dame des Nations ici à Douala, a été nommé ce jour par le pape François. Ambiance au collège Notre-Dame des Nations dans ce reportage d'Innocent Abega et Leclerc-Sakim. Au milieu de cette foule, en liesse, un homme, l'abbé Marcelin Marie Dapniem, qui vient d'être nommé évêque de Batouri dans la région de l'Est Cameroun par sa sainteté, le pape François. Amis, connaissances, fidèles ont tenu à partager cette émotion avec celui qui était avant sa nomination principal du collège catholique bilingue Notre-Dame des Nations ici à Douala. Les membres de sa famille rendent grâce à Dieu pour celui qui pour eux est un modèle. Nous rendons encore grâce à Dieu. Merci Seigneur, merci pour tout. Merci à l'archevêque, Monseigneur Cléda. Merci pour le peuple de Dieu qui est au Cameroun. Merci au pape François. La famille est honorée.
Je suis tellement contente et émue pour mon oncle. C'est une joie pour la famille et pour le peuple de Dieu en général. Vraiment, nous sommes contents. Pour nous, c'est notre modèle de famille. Je dis merci à Dieu, je dis merci au pape François, au Saint-Siège d'avoir renouvelé sa confiance en son honneur. Et une fois de plus, je dis félicitations à mon oncle que j'appelle toujours papa. Selon les fidèles, l'évêque Marcelo-Marie Diapniem est reconnu pour être un travailleur dévoué, distingué et rassembleur. En un mot, il a balisé les voies pour l'érection de notre communauté en paroisse Saint-Justin. Voilà ce que je retiens. Et puis, l'abnégation au travail. Chaque fois, cette communauté qui s'est greffée au collège n'était pas en réalité une paroisse, à proprement parler. Mais lorsque le collège allait en vacances, congé de Noël, congé de Pâques et les grandes vacances, lui, il restait avec une équipe de clergés pour continuer à entretenir la communauté, à nous dire les messes tous les dimanches. Imaginez un peu de charisme au service de son peuple. C'est exceptionnel. Et je lui souhaite bonne continuation dans cette voie. Je pense que Dieu a mis sa main sur son serviteur et qu'il va l'assister, il va l'accompagner tout au long de son ministère pastoral dans son nouveau diocèse. En bon berger, l'évêque Marcelo-Marie Diapniem aura à cœur de sanctifier et gouverner le peuple de Dieu de l'archidiocèse de Batouri. Les défis sont énormes, ça c'est sûr. Mais j'avoue que j'ignore tout du diocèse vers lequel on m'envoie. J'ignore vraiment tout. Donc je pars en terrain, disons, libre. Je n'ai pas de préoccupation en fait, puisque je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui ne m'attend pas. Je sais que Jésus me précède et je me laisse conduire par sa grâce. Donc pour le moment, je ne me mets pas de pression. Je sais que j'ai là-bas des frères qui m'attendent, des sœurs qui m'attendent. Nous allons nous asseoir, analyser la situation et travailler pour que le règne de Dieu arrive et que chacun ait en temps voulu sa part de froment. Parce que je vais là-bas comme intendant des mystères de la grâce de Dieu. Je ne vais pas là-bas avec des projets pleins la tête, non. Je vais, ce que je vais trouver, on le fera avec l'aide de la grâce de Dieu et la participation de tout le monde. L'évêque Marcelo-Marie Diapniem est né à Biokol, dans la Sanaga maritime. Il est âgé de 53 ans. Et c'est le début d'une victoire pour des nationalistes et activistes camerounais après de multiples revendications en faveur de l'érection des monuments à l'effigie des héros nationaux dans la ville de Douala. Ils viennent enfin d'obtenir gain de cause et les travaux de construction du monument au Mniobé, situé en plein cœur de la ville de Douala, ont été engagés. Plus de précisions dans ce reportage de Georges Mitterrandam et de Kediara. C'est à ce carrefour situé entre Bonapriso et Commandant que les habitants de la capitale économique verront trôner sous peu la statue de bronze représentant Ruben Oumniobé. Je crois que ça a été une bonne chose de faire son monument ici à Douala. Enfin, les Camerounais ont compris qu'il fallait un monument pour les nationaux. Non loin de la statue encore en construction, une avenue, elle aussi du nom du héros. De quoi apaiser les revendications des uns et des autres. Pourtant, sur le terrain, il n'en est rien. L'emplacement ne nous intéresse pas parce que ici, comme vous-même vous savez, ici c'est l'entrée d'un commandant et on connaît l'histoire d'un commandant. Et on se demande pourquoi c'est Oumniobé comme choisi pour emmener un commandant. Vu l'aspect, il y a Bonanjo, vous-même vous voyez les statues qui sont à Bonanjo. Il y a l'avenue de Gaulle, il y a le carrefour hôtel de marché des fleurs. Moi je crois que la place de Oumniobé était à l'entrée de Bonanjo. Si on pouvait le faire un monument, on devait le faire au carrefour hôtel de l'air pour aller à Bonanjo. À la tête de ce mouvement de revendication, une figure, André Blaise Sama, activiste. Il s'est fait remarquer par l'ensemble de ses œuvres à scandale, comme le dépôt d'un monument de John Goufoncha au carrefour mobile Bonakwamo à Akwa. Et très récemment, la destruction d'une stèle construite par l'artiste française Sylvie Blochi. L'âme du Cameroun revient petit à petit, quelque part dans la ville de Douala, même s'il n'y a pas encore ça sur Internet, parce que je reproche la communauté urbaine de ne pas faire en sorte que ce nom soit ressorti, comme on peut taper boulevard Leclerc. Pour lui, si l'emplacement de ce monument n'est pas parfait, son acceptation est la résultante d'un combat qui continuera longtemps encore. Après de nombreuses années de revendications, c'est finalement au
Nous savons qu'il y a eu 15 millions et surtout quand on regarde la maquette même, elle n'a pas été conçue avec une personne comme Ruben Oumiobe. J'ai vu la maquette originale, c'était un blanc qui était dessus, donc on a fait du copier-coller. Et il faut bien que nous soyons au moins dans une communauté urbaine où on parle des marchés publics et qui ait crédibilité. La statue de Oumiobe qui sera installée à cet endroit d'une association camerounaise à la communauté. La communauté urbaine a même carrément dit qu'elle n'a pas d'argent pour acheter, que nous devions l'offrir. Ruben Oumiobe, son monument a été conçu par Amishar. C'est un monument qui a été fait à Fumban. Pour le marché central, où elle rencontrera l'avenue Sopo-Priso. On parle culture à présent. La communauté Bana de Douala a vécu de vifs moments de joie. Ce jour, elle a accueilli Sa Majesté Api Sikam V, roi des Bana, venu en tournée officielle dans la capitale économique du Cameroun. De Bonabéry à quoi l'ambiance était des plus festives. Séverin Touban qui auréole Tomi. C'est à 14 h ce mercredi 25 avril que le cortège de Sa Majesté Sikam Api V a foulé le sol de Douala. À l'accueil, ses plus proches notables et conseillers dans la région du littoral. Ils prennent des nouvelles du voyage et se concertent sur l'itinéraire. Puis, le cap est mis sur la ville, un cortège impressionnant de voitures. Il suit en toute aisance le chemin qu'un motard de police ouvre avec maestria. « 14h30, première escale, c'est l'esplanade de la mairie de Douala 4e qui accueille exaltation. Hommes, femmes et plus jeunes sont venus rendre un hommage aussi vibrant que chaleureux au grand rassembleur du peuple Bana. « 15h, direction Aqua, avec un cortège de véhicules davantage impressionnant. À l'arrivée, c'est une ambiance d'un décibel supérieur qui attend Sa Majesté. A vu sa garde à vue prolongée ce mercredi à la police anticorruption de Nanterre en France. Il est interrogé dans les deux pays, s'appuyant sur la société Havas, une filiale de son groupe spécialisé dans les conseils et la communication. Politique présidentielle cette année-là, Havas propose à Alpha Condé ses services de conseil et de communication politique à un prix très bas. Une fois équé, ce groupe dément toute corruption ou arrangement dans ses accords passés. Pendant l'examen, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi passe à l'offensive pour le premier meeting. Les sympathisants de l'UDPS réunis à Kinshasa, place Sainte-Thérèse de Nidili.
À l'approche des élections qui auront lieu le 23 décembre prochain, les partis d'opposition et surtout le meeting, Félix Tshisekedi s'est à nouveau opposé à l'utilisation des machines à voter. Il a aussi confirmé les tractations avec le pouvoir et suspicion de négociation pour un poste de Premier ministre. Pour ses partisans, le combat ne fait que commencer. À ces rassemblements, nous voulons que désormais, qu'à partir d'aujourd'hui, que l'espace politique en appelle d'autres pour les sympathisants de l'UDPS. Des publics reportages à présent, la fondation Orange Cameroun fait des heureux dans la ville de Ngaoundéré. Elle vient de du Ambang Fulbe, village situé à 35 km de Ngaoundéré. À savoir l'éducation, l'approvisionnement en eau potable. Un domicile d'astreinte a été construit pour le chef de centre de santé qui a en plus été doté de matériel spécialisé qui permettra d'améliorer la qualité des services dispensés aux populations. Deux tambours de stérilisation, des potences, un tensiomètre, un stéthoscope. De la literie pour les salles d'hospitalisation et la maternité, des meubles pour la salle de conférences et le bureau du chef de centre, etc. Quand nous avons parcouru leur programme, on a vu qu'il y avait création des villages orange. Du coup, nous avons souhaité et comme tout-puissant a exaucé notre prière. Les coupures des rubans symboliques des deux sites que sont les qui s'est achevé par une visite guidée des différentes infrastructures. La Fondation Orange, engagée dans les œuvres caritatives depuis 2009, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Une maison digitale pour la formation et l'autonomisation des femmes a déjà été installée en Ngaoundéré. La construction de 3 écoles numériques est également en cours dans la région de la Damawa. Présidé par Grégoire Ouna, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Reportage. À Aria Assurance, des employés rompus à la tâche ont reçu des médailles en guise de récompense.
C'est parce que cette société présente quelques très grandes particularités. C'est du gouvernement. En prenant part à cette cérémonie de récompense, le ministre du Travail a non seulement salué le travail déjà tout à travers sa présence, inviter les uns et les autres à plus d'ardeur au travail pour se hisser bien plus haut encore dans les années à venir. Ils exhortent à aller de l'avant. Si vous êtes dans le top 10 aujourd'hui, il est peut-être souhaitable que vous soyez dans le top 5 très rapidement. Vous en avez le potentiel et vous en avez les compétences. Vous en avez la jeunesse et vous en avez la rigueur. Et la vigueur aussi. Et vous avez tout le soutien du gouvernement camerounais. Et pour favoriser une bonne ambiance au quotidien entre employeurs et employés, l'objectif commun doit être le bien de l'entreprise. La chose que j'ai demandé à chacun d'eux, c'est d'être au service du voisin, d'être au service du particulier qui entre, d'être au service du sinistré, de l'accidenté qui arrive chez nous, d'être à l'écoute, d'essayer de donner une réponse. On ne demande pas de donner une réponse positive, mais ce qu'on leur demande, c'est de dire quelque chose, d'expliquer où se trouve son sinistre, pourquoi est-ce qu'il n'est pas payé, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit payé, en lui donnant des réponses précises. Il est sûr qu'en repartant, il aura le cœur apaisé. Aria aujourd'hui se porte bien. Aria se porte bien par rapport aux hommes, à la qualité des hommes que nous avons et à la qualité de nos partenaires. Je pense que 10 ans après, si on a décidé de fêter cette occasion, c'est une façon de marquer le coup et de dire, ok, on a passé un tournant important. Aujourd'hui, nous allons nous lancer, n'est-ce pas, pour conquérir de nouvelles horizons. Les fruits de cette belle collaboration sont donc visibles aujourd'hui à travers cette cérémonie de remise de médailles qui fait des heureux, mais aussi des envieux. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vivre ce grand moment de consécration, de commémoration. C'est une très grande joie, une joie infinie de voir enfin plusieurs années de travail couronnées, 18 années de travail couronnées. Le travail, c'est un don de Dieu. Et la médaille, c'est un mérite. J'ai 57 ans. Ça veut dire que je touche mon premier salaire en 1985. Vous voyez que j'ai beaucoup travaillé. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement contente. Ça fait plus de 25 ans, presque 27 ans que je travaille dans les assurances. Et ça me fait vraiment toute la fierté d'avoir reçu ces médailles aujourd'hui qui sont le fruit, la récompense du fruit de l'effort fourni. Il y a eu 44 médailles en argent, 5 en or et 19 en vermeil. Un moment inoubliable pour les élus du jour qui ont célébré. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.